Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine où je parle des livres en cours de lecture ou terminés ou commencés durant la semaine. Dans mes lectures qui sont cette semaine au nombre de 4 livres dont 2 terminés et 2 poursuivis dans des lectures plus longues et ardues pour en tout cas l'une d'entre elles. Et donc je vais parcourir ces livres, en lire peut-être quelques extraits, en dire ce que j'en ai pensé, avec des liens qui se feront peut-être, notamment le lien qui me paraît, en tout cas entre les 2 livres que j'ai terminés durant la semaine, le lien qui est assez évident, c'est la nuit. La nuit est une nuit où l'on ne dort pas. C'est le cas d'un petit livre de Gérard de Nerval, ici dans cette pléiade, qui s'appelle Les Nuits d'Octobre. Les Nuits d'Octobre, j'en ai déjà parlé, et j'ai terminé donc cette lecture-là où le narrateur, qui est Gérard de Nerval lui-même, parcourt ces nuits entre Paris, Pantin et Meaux, où il voit des choses étranges dans des cafés, dans des lieux assez divers. Et puis, s'endort-il, ne s'endort-il pas ? Il s'endort quand même, puisqu'il y a par exemple un rêve, et je vais entrer dans le rêve de Gérard de Nerval. Un autre rêve, c'est le chapitre 25, quasiment à la fin de ce livre-là. J'eus à peine 2 heures d'un sommeil tourmenté. Je ne revis pas les petits gnomes bienfaisants. Ça, c'est son premier rêve qu'il raconte quelques pages auparavant. Ces êtres panthéistes, éclos sur le sol germain, m'avaient totalement abandonné. Évidemment, là, on est dans l'imaginaire romantique, dans la mode de l'époque. En revanche, je comparaissais devant un tribunal qui se dessinait au fond d'une ombre épaisse, imprégnée au bas d'une poussière scolastique. Le président avait un faux air de M. Nizard. Les 2 messieurs ressemblaient à M. Cousin et à M. Guizot, mes anciens maîtres. Je ne passais plus comme autrefois devant eux mon examen en Sorbonne. J'allais subir une condamnation capitale. On est quasiment dans le procès de Kafka, là, dans ce rêve, avec pourtant pas mal d'années d'avance. Sur une table étaient étendus plusieurs numéros de magazines anglais et américains, et une foule de livraisons illustrées à 4 et à 6 pence, où apparaissaient vaguement les noms d'Edgar Poe, de Dickens, Densworth, etc. Et 3 figures pâles et maigres se dressaient à droite du tribunal, drapées de thèses en latin imprimées sur satin, où je crus distinguer ces noms: Sapientia, Ethica, Grammatica. Les 3 spectres accusateurs me jetaient ces mots méprisants: fantaisiste, réaliste, essayiste. On voit bien des rêves d'écrivains de cette époque-là. Voilà à quoi pouvait rêver Gérard de Nerval, dont on sait que son esprit pouvait vagabonder beaucoup. Et pas seulement son esprit, là, puisqu'il vagabonde autour de Paris. Il se met même emprisonné parce qu'il n'a pas ses papiers pour arriver à Meaux. Continuons le rêve de Gérard de Nerval. Je saisis quelques phrases de l'accusation formulées à l'aide d'un organe qui semblait être celui de M. Patin. Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas. Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas. Là, on est presque dans une affirmation d'esthétique de Nerval. Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas, car le crime est essentiellement réaliste, évidemment. Le réalisme raconte des crimes dans les romans réalistes de cette époque-là. On se concentre sur des crimes chez Edgar Poe ou Dickens qui sont évoqués auparavant. On a ce genre de choses.
Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas, car le crime est essentiellement réalisme. Le fantaisisme conduit tout droit à l'adoration des monstres. L'essayisme amène ce faux esprit à pourrir sur la paille humide des cachots. Et évidemment, Gérard de Nerval vient de passer une nuit en prison. On commence par visiter Paul Niquet, on en vient à adorer une femme à cornes et à chevelure de mérinos. Ça, c'est une autre scène racontée, je crois que je l'ai lu la semaine passée, dans ce qui précède. On finit par se faire arrêter à Crespy pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré. J'essayais de répondre, j'invoquais Lucien, Rabelais, Erasme et autres fantaisistes classiques. Je sentis alors que je devenais prétentieux. Alors, je m'écriai en pleurant, Confiteor, Plangor, Iuro. Je jure de renoncer à ces œuvres maudites par la Sorbonne et par l'Institut. Je n'écrirai plus que de l'histoire, de la philosophie, de la philologie et de la statistique. On semble en douter. Eh bien, je ferai des romans vertueux et champêtres. Je viserai au prix de poésie, de morale. Je ferai des livres contre l'esclavage et pour les enfants, des poèmes didactiques, des tragédies. Des tragédie. Je vais même en réciter une que j'ai écrite en seconde et dont le souvenir me revient. Les fantômes disparurent en jetant des cris plaintifs. Il y a aussi quelque chose d'assez presque humoristique dans cette manière dont Nerval raconte son rêve, parce qu'évidemment, ce qu'il écrira, fort heureusement, n'est pas ce qu'il dit écrire à ses juges. Et puis, le ton peut changer, parce que dès le passage suivant, moralité, chapitre 26, nuit profonde, où suis-je? Au cachot. Nuit profonde, que celle de Gérard de Nerval, et on peut faire le lien de manière assez claire, claire évidemment, alors qu'il est question de nuit, avec ce livre de Gaël Josse, « À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit ?» Un livre récent, il s'agit de microfiction, publié en 2024, qui nous décrit donc les pensées de ceux que le sommeil fuit la nuit. Avec donc des personnages tous différents que l'on suit, que l'on croise dans des moments importants ou significatifs de leur vie et qui parlent tout simplement, qui nous parlent, qui pensent peut-être. Avec aussi la nuit qui est présente dans des petits intervalles dans le texte ou à certaines pages entre chacun des récits, chacune des micro-fictions, vous avez une ligne ou deux, toujours autour de la nuit berceau, la nuit paysage, la nuit confidente, puis un peu plus loin, la nuit des abandons, la nuit des corps qui jouissent et des corps qui renoncent, puis la nuit rivage et la nuit fleuve obscur, la nuit qui guette l'horizon, la nuit lointaine, la nuit frisson, la nuit tu me manques. La nuit colère, la nuit repos, la nuit ouverte, la nuit refuge. La nuit sur la route, la nuit départ, la nuit inconnue. On aurait pu avoir, et on l'a si on ne lit que cela, la nuit où tombent les masques, une sorte de poème de la nuit qui est éclaté à l'intérieur de ce livre. La nuit des aveux, je t'aime, je ne sais plus. La nuit murmure, la nuit qui ressemble à ton visage, la nuit peur d'enfance, etc. Ces nuits sont ensuite devenues plus incarnées par, justement, des personnages qui vivent des moments clés. Par exemple, celui-ci. C'était son dernier concert. Avant d'entrer en scène, il ne le savait pas. Qui aurait pu imaginer ça? Un concert, un autre, encore un de plus. Sa vie.
Derrière le rideau noir, il y a quelques heures à peine, il était l'artiste attendu avec ferveur, le virtuose adulé, célébré sur tous les continents, espéré dans les salles les plus prestigieuses. Billetterie prise d'assaut, épuisée en quelques heures. Les affiches en ville le montraient, visage inspiré, ténébreux, regard levé vers d'invisibles sommets, chemise blanche, les mains en suspens au-dessus du clavier. Il est arrivé en fin d'après-midi à son habitude, après un repas léger. Rien qui endorme, ni viande, ni alcool, surtout pas. Rester vigilant, ne pas se laisser distraire. Sa loge blanche, le couloir qui mène à la scène, encombré de chaises pliantes et de fauteuils cassés, décoré d'antiques affiches, certaines sont dédicacées, à moitié masquées par les larges paraphes au feutre noir. Le rideau avec ses plis lourds, avec cette odeur de poussière caractéristique des salles de spectacle. Costume noir simple. Depuis longtemps, il a abandonné la tenue de concert traditionnelle, queue de pie, nœuds, papillons et gilet blanc. Ridicule. Et on nous décrit donc le dernier concert. Le dernier concert où petit à petit il se rend compte que ça ne marche plus. Qu'il oublie des passages de ces pièces qu'il joue depuis si longtemps par cœur. Se trouve vers la fin, dans les ultimes envolées, il a escamoté presque une page entière et enfoui le reste dans des flots de pédales, et ses doigts ont tremblé à peine, mais quand même, dans les pianissimi. On s'en sera aperçu. C'est un public exigeant, prêt à s'enflammer et prompt à la critique, attentif et sans pitié. Ces gens connaissent la partition aussi bien que lui. Dans les premiers rangs, il a aperçu 2 journalistes, des références aussi dans leur genre. Chroniques en presse écrite, hebdo et quotidien, blog, émissions de radio, des stars du métier. Ils connaissent, ou ils se connaissent depuis des dizaines d'années, ils se croisent dans tous les festivals, se retrouvent au petit déjeuner dans les mêmes hôtels. Ils ne sont pas venus le saluer dans sa loge après le concert. Gêne? Pitié? Rentré chez lui, il a gardé son costume noir, son armure. Il a simplement ouvert le col de sa chemise blanche et enlevé sa cravate. Il a décliné le dîner d'après-concert avec son agent et le petit groupe de proches habituels, prétextant une fatigue soudaine, tentant de plaisanter encore. Osaka, le contre-coup. C'était éreintant, trop de sollicitations, d'interviews. Je n'en peux plus, ces Japonais sont insatiables. Ils m'épuisent. Il s'est servi un whisky, sec, comme il l'aime. Davantage pour le parfum âpre, puissant que pour le goût. Il se lève et s'approche de la baie vitrée qui surplombe la scène. Cette sensation d'espace, d'ouverture, d'immersion. Il y a presque 30 ans, et il ne s'en lasse pas. Le fleuve, les quais, les lumières, les passants. À quelques pas derrière lui, son Steinway. Pour la première fois, il ne lui a pas jeté un regard en rentrant. Il est là, tapis, noir dans le noir, comme une menace. Il s'aperçoit qu'il a oublié son imperméable dans le VTC. Ça l'ennuie un peu. Pas pour le vêtement. Le chauffeur le connaît, il le ramènera demain à son agent, pas grave. Pour l'oubli. Agaçant quand même. La scène brille en contrebas, il se souvient de cet enthousiasme, cette excitation lorsque l'agent immobilier le lui avait fait visiter. Avant la fin de la visite, il avait dit « je le prends ». Il avait trouvé son foyer, enfin. Avec John, ils y ont été heureux jusqu'à la mort de celui-ci. Ses cendres sont là, dans une urne ventrue en porcelaine chinoise blanc et bleu, sur une des étagères de la bibliothèque, près de leurs livres préférés. Rilke, Zweig, Apollinaire. Parfois, il laisse glisser un doigt sur la porcelaine, ferme les yeux un instant. Il est resté seul ensuite. Il pose son verre sur le piano et étend ses bras en croix, à hauteur des épaules, contre la vitre. La décision vient de se prendre là, malgré lui. Ou non, plutôt, la décision vient de se prendre là, en lui. Malgré lui. D'abord en lui, puis malgré lui. Mais elle est là.
En quelques instants, la certitude. Il reste là longtemps, crucifié, et très lentement, de grosses larmes coulent le long de ses joues ridées. C'était son dernier concert, il n'y en aura plus d'autres. Demain, il appellera son agent. Voilà un peu le genre de moment de vie. Celui-ci, c'est celui qui m'a le plus touché. Mais il y en a plein d'autres, plus ou moins difficiles. Il y a même la mort qui intervient. La femme qui meurt et son mari qui lui tend la main et ne dort évidemment pas. Et tous ces moments, souvent de solitude, au milieu de la nuit, donnent une sorte de portrait ou de portrait multiple de tout ce que l'on ne voit pas d'ordinaire. À quoi songent-ils ceux que le sommeil fuit? Voilà une question à laquelle Gaël Josse tente de répondre avec beaucoup de sensibilité. Alors ces questions-là, sans doute, se posent-elles aussi d'une manière beaucoup plus précise et théorique dans La fatigue d'être soi de Alain Ehrenberg, Dépression et société. Je continue vaille que vaille à lire ce livre-là, même si je dois avouer que je trouve cette lecture difficile. Alors, je ne suis pas spécialiste de psychologie, même si ici c'est un sociologue qui parle de psychologie, mais ça entre quand même dans l'histoire de la psychologie, de la dépression avec d'autres symptômes, et il entre dans des détails assez mystérieux pour moi, ou assez compliqué, et donc je tente de m'y retrouver. Il montre que, au fond, la dépression est devenue une maladie reconnue, alors qu'elle ne l'était pas forcément bien longtemps, et encore parfois. On va dire, oui, mais la dépression, il suffit de se donner un coup de pied au cul, puis c'est bon. Or, petit à petit, on culpabilise beaucoup moins d'être incapable peut-être de vivre, quoique la culpabilisation reste. Bon bref, là je suis en train de faire de la psychologie à deux balles, lui essaye de ne pas faire ceci justement en allant fouiller la littérature psychologique et l'évolution de celle-ci entre l'après-guerre jusqu'à pas tout à fait aujourd'hui, puisque le livre a quand même, je crois, 25 ans et quelques, donc les choses ont sans doute encore évolué depuis. Mais par exemple, son chapitre 4, c'est, si je ne me trompe pas, oui, c'est là où j'en suis, le chapitre 4, le front psychologique, la culpabilité sans consigne, où justement il montre que il y a, durant les années 1960, 70, des changements majeurs, notamment dans la dépression. Par exemple, voilà ce qu'il écrit sur libération psychique et insécurité identitaire. Cette idée d'insécurité identitaire, elle me semble encore valable aujourd'hui. La dépression se situe tout au long d'une ligne qui va du folklore médical à la mort. À un bout, la dépression, à toutes les sauces, au point que l'on confond maintenant déplaisant et déprimant, avec le mythe de l'individu déprimé qu'il faudra regonfler comme un vieux pneu. À l'autre bout, l'événement qui donne sens à la vie de l'homme, à savoir la mort. Voilà, fort bien résumé par un psychiatre en 1973, l'étonnante situation de la dépression. Déclinant ces différentes facettes entre une vérité essentielle à l'être de l'homme, jusqu'au petit abattement quotidien, la dépression semble recouvrir un spectre encore plus large que la neurasthénie un siècle auparavant. On voit bien qu'entre celui qui est dans un petit coup de mou et puis celui qui est au bord du suicide, il y a effectivement un spectre extrêmement large. Comment se fait-il que la dépression soit mise à toutes les sauces ? Qu'est-ce que cette dévalorisation de l'Édipe
qui favorise l'éclosion des troubles dépressifs? Pourquoi la civilisation est-elle déprimante? L'époque ne sent-elle pas encore bon l'optimisme? On est encore dans ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, dans l'époque dont il parle, où on en est peut-être à la fin. 1973, c'est précisément l'année du choc pétrolier, etc. Donc, quelque chose craque. Les questions concernant la vie privée et l'intimité ne connaissent-elles pas au cours de ces années d'heureuses transformations le droit de vivre? La vie qu'on a choisie ne commence-t-il pas à devenir une réalité? La période qui s'ouvre est caractérisée par une dynamique dont les deux faces sont libération psychique et insécurité identitaire. Côté scène, l'émancipation de masse prend son envol. Les médias encouragent à partir des années 1960 une attention nouvelle à la vie intime, tandis que des techniques qu'un sociologue américain, Philip Rieff, a appelées en 1966 les thérapies de la libération, prétendent fournir à chacun des moyens pratiques de construire son identité indépendamment de toute contrainte. Côté coulisses, celui de la psychopathologie, des controverses nouvelles apparaissent en France. Elles suggèrent l'existence d'une insécurité identitaire, nouvelle par sa massivité. Le vide dépressif et le remplissage addictif en constituent le tableau clinique majeur. La passion d'être soi, qu'encouragent les nouvelles normes, a-t-elle pour contrepartie le mariage de la dépression et de l'addiction? Autour de l'apathie et de la stimulation se constituent deux grands domaines pathologiques. Et donc ici, on voit ce problème, c'est-à-dire être soi, quand on est émancipé, ou qu'on cherche à s'émanciper des normes, c'est aussi faire peser sur soi tous les coups qui nous arrivent. Et donc il développe ceci en parlant de pathologie du changement. Quelque chose change et changer, c'est difficile. Une grammaire de la vie intérieure pour les masses, là je lis quelques sous-titres. Choisir sa vie. Choisir sa vie, c'est quand même extrêmement lourd. Et puis, c'est l'époque aussi de ce qu'il appelle la culture psychologique. On commence à connaître des notions de psychologie dans les magazines, dans des ouvrages non spécialisés. On parle de psychologie à cette époque-là, ce qui n'était sans doute pas trop le cas avant. Et avec des psychologies qui sont peut-être pas toujours les plus adaptées à des pathologies parfois lourdes. La dépression entre pathologie de l'identification et pathologie de l'identité. Voilà le titre du prochain chapitre que je vais lire bientôt en essayant de m'y retrouver un peu et de ne pas trop déprimer en lisant ce livre. Bon, si je déprime en lisant ce livre, c'est une petite déprime et non une vraie dépression. Vraie dépression qu'on trouve peut-être plus en lisant James Ellroy et American Death Trip, ce deuxième volume de la trilogie Underworld USA. Les années 60, c'est la même époque que celle qui est traitée dans le livre, en tout cas l'endroit où j'en suis. Ces années 1960 aux États-Unis, mais vues par en dessous, vues depuis la nuit au sens métaphorique peut-être du terme, avec des personnages toujours assez louches, ces personnages louches qui trempent dans l'assassinat de Kennedy, au début du livre, à la fin du livre précédent, American Tabloid, dont j'ai parlé, et puis qui là maintenant, il y a l'histoire de Cuba, où on essaye de renverser Fidel Castro, mais avec de moins en moins d'efficacité, il y a les droits civiques, les personnages qu'on a ici sont généralement racistes et proches du Ku Klux Klan. D'ailleurs, il y a plein de termes avec des K qui remplacent tous les C pour montrer que c'est une équipe avec K, donc une équipe prête à brûler des églises. Il y a un passage que je viens de lire, puis il y en a quelques-uns qui sont un peu plus sceptiques sur ces idées-là. Et puis il y a le Vietnam, évidemment.
le Vietnam, où là aussi, certains de nos personnages principaux, donc des personnages qui sont des tueurs comme Pete Bondurant, ou des avocats de la mafia, comme le fameux Ward Little, et puis des mafieux eux-mêmes, ou des ex-flics chimistes qui font la production de drogue au Vietnam. Bref, on voit qu'on est dans un marécage assez glauque, avec notamment le personnage du chef du FBI, John Edgar Hoover, qui manœuvre en secret. Il y a toute une opération autour des lapins, dont le but est de se débarrasser de lapins rouges. Et lapin rouge, c'est Martin Luther King, qui, évidemment, nous on le sait qu'il sera assassiné. Alors j'en suis ici à 1965. King est encore en vie. Il y a aussi la détestation pour Bobby Kennedy, encore un personnage qui sera assassiné. Donc la question qui se pose en lisant ça, alors, je ne sais plus exactement les dates des assassinats de King et de Kennedy numéro 2. Donc je ne vais pas aller rechercher les dates pour être au courant tout de suite. Je sais qu'ils vont être assassinés. L'histoire n'est pas vraiment changée ici. L'histoire est plutôt modifiée par ses bas-fonds, mais l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy a bien lieu au début du livre, le 22 novembre 1963, et donc il y a une série d'événements qui ont lieu véritablement, mais dont on nous raconte les soubassements qui, eux, sont peut-être fictifs. Alors notamment ces histoires d'infiltration du côté du Vietnam, je ne sais pas la part de vérité de tout cela, mais c'est assez intéressant. Alors voilà comment nous est raconté l'arrivée de ces barbouzes. D'ailleurs, il y a une femme qui est l'épouse de Pete, le tueur, Pete Bondurant, qui s'appelle Barbe, qui est chanteuse, qui chante du twist, avec un groupe qui s'appelle Barbe et les Barbouzes, donc il y a quelque chose d'assez particulier ici. Voici donc l'arrivée de ces gens quand même extrêmement noirs, extrêmement mauvais, mais dont on a constamment le point de vue, ce qui nous les rend presque sympathiques. Voici donc leur arrivée à Saïgon. C'est le chapitre 60. Saïgon, 3 novembre 1964. Vise un peu le tableau. Des cyclopousses et des sacs de sable, des nids de mitrailleuses et des frangipaniers, des filets anti-grenades et des niakoués. Les termes racistes sont permanents dans ce livre-là. Là, c'est les niakoués. On entend le mot nègre partout. Évidemment, tout est raconté du point de vue des racistes. Tous les personnages ne le sont pas. Certains naviguent un peu en eau trouble. Certains voudraient défendre les droits civiques, d'autres y sont totalement opposés. Bref, ici, des filets anti-grenades et des niakoués. Saïgon à midi pile, le meilleur des foutus mondes. C'est immense, c'est triculturel, c'est torride, c'est bruyant, ça pue. Toujours des phrases très, très vives, une pulsation avec des répétitions. Souvent, quand le même personnage fait plusieurs actions, à chaque fois on redonne son prénom. La limousine se traînait, la limousine percutait. Vous voyez, la limousine se traînait, la limousine. On utilise l'anaphore en permanence pour des phrases très courtes. La limousine se traînait, la limousine percutait des cyclos. Ils se tamponnaient, ils dérapaient. Ils s'encastraient les uns dans les autres, style Ben-Hur. Des bâtiments blancs, des pagodes, des panneaux couverts de propagande. La vigilance, c'est la liberté. La trahison vient du Nord. La limousine se traînait. On répète la phrase qu'on avait déjà dite auparavant. La limousine se traînait. Les amortisseurs grinçaient, les roues patinaient. Le ventilateur de la clim rendit l'âme. Mespled fumait, Chuck fumait, Flash fumait. Le chauffeur leur avait vendu des Cole provenant du marché noir. C'est sans doute une marque de cigarette. Là, parfois, je n'ai pas vécu dans les années 60, donc K-O-O-L, c'est Cole, cool, je ne sais pas.
Guéry fumait un Cohiba, Chaffy fumait un Mekundo, il fumait Profidel, alors que ce sont tous des anti-Castro. Wayne gémissait. Wayne devenait fébrile. Pete avait l'estomac chahuté. Pete lisait les slogans dans sa langue maternelle. Abat le Viet Cong, Ho Chi Minh, le diable communiste. Qu'est-ce que c'est, toute cette merde? La limousine se traînait. Ils atteignirent la rue Tudo, le Sunset Strip des Gnacs. Des grands arbres et des grands magasins, des grands hôtels et beaucoup de circulation, beaucoup de bruit en gnac. Pete bâilla, Pete s'étira. Le vol avait duré 19 heures. Stanton leur avait réservé des chambres. L'hôtel Katina leur tendait les bras pour leur offrir son confort à l'ancienne. Le chauffeur actionna son avertisseur. Le chauffeur heurta un cyclo. Mespled renifla l'air et reconnut diverses odeurs. Le nuoc mam, la sauce de poisson, de la viande de chèvre grillée, de l'huile de mitrailleuse, des frangipaniers en fleurs, de la crotte de bique. Voilà un peu l'ambiance de leur arrivée à Saïgon. Et d'emblée, d'ailleurs, ils vont commettre des crimes. Enfin, il y a des assassinats en vue tu en vois là. On a un de ces personnages qui s'appelle Chuck, par exemple, qui va rentrer chez lui en Louisiane et puis assassiner ses parents qu'il découpera en morceaux qu'on retrouve dans le frigo. Puis juste après, il va foutre le feu ou mettre une bombe dans une église noire. Bref, il y a une très grande violence, mais tout ceci est dit avec une sorte d'énergie dans l'écriture qui est assez enthousiasmante pour un livre très long. Et ça, c'est le deuxième volume de la trilogie. Il fait 950 pages, 950 quand même. Et le suivant, à peu près autant, si j'ai bien vu. Bref, on est dans quelque chose qui est très long, avec ces moments où c'est raconté du point de vue des personnages. Alors dans le passage précédent, on avait un peu tous les personnages réunis, mais parfois, on a focus sur l'un ou l'autre, sur Pete, sur Wayne, sur d'autres encore, et puis aussi des documents en encart, des conversations entre le directeur du FBI, qui intervient pas directement, mais tout ceci est très vivant, et puis ça nous fait plonger d'une manière différente de celle dont on a l'habitude dans une histoire dense, celle de ces années 60 aux États-Unis, dont on voit plutôt le bon côté, et puis là on voit ce qui coince. Alors j'en suis dans la 4e partie, coercition, entre juillet 1965 et novembre 1966. Et donc, il y a cette opération Lapin qui vise à déstabiliser, sinon plus, Martin Luther King, mais avec d'autres lapins de différentes couleurs. On s'y perd un peu aussi, mais c'est un des plaisirs aussi de la lecture que de se perdre. Voilà un peu ce que je pouvais dire des livres de cette semaine de lecture, ces 4 livres-là, qui nous ont plongés dans la nuit de différentes façons. La semaine prochaine, je continuerai à parler de livres, je continuerai à parler de James Ellroy, de Dépression avec Alain Ehrenberg, et puis peut-être je reviendrai à Nerval avec d'autres lectures de Nerval dans cette pléiade, et puis il y aura peut-être d'autres choses, tiens, peut-être de la bande dessinée qui m'attend, et puis des lectures surprises que je me réjouis de partager ici dans une semaine. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.